Bien, alors je crois qu'on a eu des exposés tout à fait passionnants et détaillés ce matin avec sur les résultats, que ce soit du CALI à travers les attentes des familles par Corinne, et puis que ce soit le Canti avec Daniel sur les professionnels. Donc je vais faire plutôt être assez rapide, et puis en plus on a pris du retard sur ce qui est structurant pour les familles et les professionnels dans le cadre de cet accompagnement. Et puis en synthèse, je vais vous rappeler ce qui avait été défini comme points, les 10 points à retenir, que ce soit pour les familles ou pour les professionnels sur cette étude. Donc je rappelle quand même, puisque peut-être donc l'étude avait 3 phases, phase exploratoire, phase qualitative avec 50 entretiens, une revue de la littérature très riche qui est en accès libre sur le site de la FIRA et sur les sites des associations. Et la phase quantitative, je le répète aussi, mais c'est pour vous remettre, voilà. Donc le fait qu'il y avait 134 unités sur le fichier dont on disposait, on est arrivé à 138, 110, on a pu avoir les adresses, 88 ont confirmé, ce qui est donc beaucoup sur le nombre d'unités. Et puis, je vous rappelle aussi juste le taux de réponse au questionnaire, qui est un taux de réponse tout à fait inédit. D'abord parce que c'est une clinique totalement méconnue, puisqu'on a très très peu d'éléments dans la revue de littérature internationale, et en particulier sur les détails de la vie au quotidien. Donc cette phase quantitative, on a 165 questionnaires papier sur 400 pour les familles qui sont revenues, 222, soit 55% des pros qui sont revenus, avec des questionnaires par Internet qui ont été remplis, ce qui fait un total de 195 plus 267 questionnaires. Donc j'insiste là-dessus parce que vraiment, c'est tout à fait remarquable. Alors je vais rajouter deux, trois petites choses à ce qui était dit ce matin, mais pour pas trop alourdir. Alors d'abord sur la question de ce qui est structurant pour les familles. Alors ce qui est structurant pour les familles, en fait, c'est une méthode statistique qui permet de faire une analyse en réseau des réponses et pour voir ce qui revient de façon persistante et qui constitue des nœuds dans les réponses des questionnaires. Donc finalement, ça donne une idée de l'importance de la valeur de ces éléments. Alors, donc, on les a regroupés en 5, relations avec les professionnels, l'organisation du quotidien, les moyens de l'unité, les caractéristiques personnelles pour les familles et la question du proche. Alors, on note d'emblée que dans les variables concernant les aspects des relations avec les professionnels, c'est ce qui ressort comme absolument incontournable pour la vie au quotidien des personnes en état de conscience altéré, c'est le fait de ne pas rencontrer de conflits avec les équipes, d'avoir confiance dans ces équipes, de considérer les professionnels comme une seconde famille et de se sentir partenaire de la prise en charge en participant notamment à l'élaboration du projet de vie. De la même manière, donc ça c'est vraiment ce qui revient de façon insistante, et ce qui conditionne aussi les autres réponses. De la même manière, dans l'organisation du quotidien, ce qui est important, c'est une façon de redire ce qui est dit ce matin, les contacts avec les autres patients de l'unité, bénéficier de stimulation sensorielle, comme par exemple la musique. La question des rééducations et en particulier, ce qui est très nodal, c'est la question de l'orthophonie. Alors, ce qui ne nous étonne pas quand on sait l'importance de la question de la communication. La perception des moyens est importante également, notamment en termes de moyens globaux.
c'est-à-dire que du temps aussi que les professionnels vont passer auprès du proche, notamment en termes de kinésithérapie, et ainsi en temps de service, d'assistant de service social. Mais aussi, ce qui est très très important pour les familles, c'est que l'unité dédiée soit située dans un environnement vivant et animé. Donc plus de ZAC adossés à des grands centres commerciaux. Certaines variables liées aux caractéristiques personnelles des répondants ressortent comme ayant une influence globale sur le réseau des familles, particulièrement la question des aspects psychologiques. Alors, évidemment, la difficulté, on connaît hein, les effets de quelque chose qu'on peut dire traumatique, hein, d'un événement traumatique sur la pensée, notamment le fait qu'on a du mal à penser à autre chose, la nécessité de retrouver des ressources nouvelles, et puis aussi la question qui est récurrente, c'est le sentiment d'avenir bouché. C'est-à-dire pour les familles, dans les questionnaires ou dans le CALI, c'était très difficile de penser à la question du projet de vie, parfois, et parce que est-ce qu'il peut y avoir un projet de vie, c'est-à-dire considérer le projet de vie comme quelque chose à long terme, et on a répondu, c'est d'abord la vie au quotidien, et puis la question de l'orientation. Alors, envers le proche, ce qui est extrêmement important aussi, c'est le fait de pouvoir justement considérer l'unité comme un lieu de vie où l'avenir du proche peut être envisagé, ne pas être sous la pression de trouver un autre établissement. Le fait que pour le proche, il y ait des activités qui correspondent à ses goûts, à sa personnalité. Et enfin, le fait, ce sont des éléments qualitatifs qui montrent que pour les familles, cette unité devient vraiment un projet de vie quand le proche peut manifester ses préférences. Alors, juste un tout petit point par rapport aux perspectives d'orientation. C'était le dernier point par rapport aux proches. Je le détaille un tout petit peu pour dire que finalement, pour les familles, les attentes des familles, en majorité, les familles souhaitent que leurs proches restent dans l'unité dédiée. Et cette variable étant d'ailleurs très significativement corrélée à la représentation de l'unité dédiée comme un lieu de vie pour le proche. Donc ça, c'est très important. Il y a quand même la question de la certitude sur l'avenir à 28%, donc qui est aussi un facteur de stress. Mais avec aussi quand même très peu de réponses sur le fait que l'orientation peut être envisagée vers une masse ou vers un femme. Alors les éléments structurants, pour les professionnels. Je passe pour réduire un petit peu. Donc pour les professionnels, qu'est-ce qui va être très très important pour considérer cette unité dédiée comme un lieu de vie et où on peut faire un projet de vie pour les patients, c'est le fait qu'on puisse travailler avec les familles. Donc que les familles participent à l'élaboration du projet de vie. Donc vous voyez bien, on a des choses qui sont tout à fait en écho et en concordance avec ce qui est structurant pour les familles. La confiance dans son équipe, dans les professionnels, dans ses collègues. Le fait qu'il puisse y avoir des échanges et des discussions sur les conduites à tenir en cas d'aggravation. C'est aussi une grande préoccupation et une source au moins de discussion dans les équipes de qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'aggravation, surtout quand on connaît la difficulté à orienter les patients dans ces cas-là. La présence des plaintes venant des familles. Alors ça, évidemment, plus il y a de plaintes, plus c'est difficile. Et le fait que dans les unités, il est important qu'il y ait un soutien psychologique pour les familles. Ça, c'est les éléments structuraux pour les professionnels. On peut se demander... Enfin, bref. Pour les moyens de l'unité, en matière d'activités proposées. Donc c'est important qu'il y ait un choix et une diversité. C'est important aussi pour les professionnels qui aient accès à des formations.
pour éviter le découragement. Je crois que c'est absolument essentiel d'avoir les idées des autres, de partager les savoirs expérientiels. C'est important aussi qu'il y ait des moyens en rééducation. On retrouve la même préoccupation pour les familles, notamment en termes de, pardon, pas en termes, mais en kinésithérapie et en ergothérapie. Alors l'ergothérapie, on a déjà beaucoup insisté là-dessus, les fauteuils, etc., l'installation, le confort. Concernant les patients et leurs projets, évidemment, ce qui va être très important, c'est le projet personnalisé lié au goût, à la personnalité. Le fait qu'il puisse y avoir un projet de vie avec des activités qui correspondent à ces personnalités. Et enfin, qu'il y ait dans ce grand travail d'interprétation et d'observation des manifestations chez la personne en conscience altérée, le fait qu'il y ait des perceptions de bien-être. Évidemment, ça renvoie et ça renforce l'investissement des professionnels pour être sûr qu'ils travaillent dans le bon sens. Alors, les caractéristiques personnelles. Alors, bien sûr, on a parlé justement qu'il pouvait y avoir des moments d'épuisement, de découragement. Ça, ce sont des effets négatifs sur le travail en unité dédiée. Le fait qu'il peut y avoir aussi un certain état d'alerte sur l'état de santé global des patients. Sur la question des douleurs aussi, c'est très difficile. On en a beaucoup parlé, Corinne en a beaucoup parlé. C'est aussi une question très, très importante pour les professionnels et bien sûr la question des difficultés avec les familles. Les motivations, c'est le fait d'avoir des soins. Alors, la technicité des soins, c'est peut-être un petit peu mal dit, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir aussi un enrichissement sur des ouvertures à des nouvelles méthodes de stimulation, des nouvelles activités, par exemple proposer, faire des projets sur des activités. Et les motivations aussi, c'est de réfléchir, de formaliser le travail avec les familles. Et enfin, le fait que de travailler à temps plein peut être, dans certains cas, quelque chose de plus difficile finalement pour travailler en unité dédiée. C'est-à-dire, ce qui peut être apprécié, c'est de partager son temps entre une unité dédiée et un autre service de rééducation. Donc, voilà, je pense que ça, on en a parlé ce matin, mais je le répète, il y a aussi l'importance pour les professionnels d'être préparés pour faire face à la souffrance exprimée par la famille, souffrance que nous a bien expliqué Corinne en disant que ça peut prendre des formulations qui peuvent être parfois agressive et comment on peut, ou émotionnelle en tout cas, et comment on peut reprendre ça pour ne pas être touché personnellement. Donc il y a vraiment la nécessité de travailler sur la question du conflit, la question de prendre en compte le point de vue de l'autre et la question de faire avec et de diminuer les occasions de tension. Donc pour faire un petit résumé, j'ai mis la même chose mais en parallèle. Donc là, du côté des familles, pas rencontrer de conflit parce que en fait, on sait bien que ce sont des situations aiguës et susceptibles d'engendrer des conflits et il faut que l'expression émotionnelle ou l'expression de la difficulté ou de la souffrance ne soit pas source de conflit avec l'équipe. Le fait d'avoir confiance dans les équipes, de se sentir partenaire de la prise en charge, avec de l'autre côté les discussions à l'admission, l'avenir au sein de l'unité dédiée pour le proche, bien sûr, du côté des familles, les contacts, les moyens et les stimulations, les activités. Du côté des professionnels, on est donc beaucoup en miroir avec le projet, les familles, les discussions avec la mission, le soutien psychologique au sein de l'unité pour les familles, mais je dirais aussi dans le cadre des relations avec les familles pour l'équipe, pour savoir aussi gérer les situations tendues, les moyens en matière d'activité, la formation du personnel, les moyens en rééducation. Alors,
Je vais, pour finir, si vous êtes d'accord, je vais faire les 10 points à retenir. Ça, c'est un petit peu notre synthèse qu'on avait. Alors, ce sont des phrases, vous allez retrouver ce qu'on a un petit peu dit ce matin, mais c'est important. Du côté du regard des familles, donc je vais les lire, et puis vous comprendrez maintenant, ça sera peut-être un peu plus dense dans les représentations de ce qu'il y a derrière ces phrases. Donc, la dépendance et la vulnérabilité qui expose au risque d'infantilisation et de maltraitance. Donc ça, c'est la première chose, c'est une donnée de base. Il faut faire avec et surtout, il faut contrer l'infantilisation et la maltraitance. La question de la recherche du code de communication, c'est toujours la recherche donc, d'établir une relation avec la personne en état de conscience altérée. Le fait d'être reconnu dans sa compétence, dans son savoir sur la compréhension du proche et de pouvoir avoir cette place de porte-parole au sein des équipes, même si ça doit donner lieu à des confrontations avec les équipes, confrontations apaisées bien sûr. Quatrièmement, c'est les répercussions sur la santé psychique et somatique. Je crois que ça, c'est très important. Il faut aussi dans les équipes prendre en compte le fait que les gens peuvent être épuisés, fatigués, avoir des pensées, une pensée parfois sidérée. Et ça, il faut l'avoir en compte dans les unités dédiées et évidemment, éventuellement, apporter un secours par rapport à ça. Le sens des soins de nursing. Alors, les nursing, c'est pas le superflu, c'est la base. Ça, je crois que Corinne nous l'a bien montré. C'est la base. C'est là où on va pouvoir instaurer la relation, la communication avec la personne en conscience altérée. C'est là aussi où on va lui reconnaître son humanité et sa dignité. Ensuite, le regard des familles. Donc, ce qui est très important dans notre synthèse, c'est cette chambre personnalisée ou pourquoi pas un jour un studio. Il y a des unités dédiées où il y a un peu plus qu'une chambre. La place de l'unité dans la structure et l'accès à d'autres espaces. Donc, pas de stigmatisation de la structure dans l'établissement. Des relations positives, chaleureuses. On a bien compris que ça doit passer au-delà du protocole. Et l'entraide entre les pairs, c'est-à-dire comment aussi on peut faciliter les rencontres entre les familles dans les unités, et le fait que le projet de vie doit être construit en lien avec les familles et qu'il n'est pas figé. On a vu, ce matin, on a insisté sur le fait qu'on est en face d'une condition de vie de chronicité, et donc avec une moyenne dans les unités dédiées de plus de 7 ans. Pour le qualitatif, c'était exactement la même moyenne. Donc on est dans le chronique. Évidemment, en 7 ans, les choses changent et les projets de vie doivent changer aussi. Donc du côté des professionnels, donc, il s'agit d'assurer une continuité d'existence. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les professionnels, c'est avoir le récit de la personnalité, des goûts, de l'histoire de la personne comme sujet qu'elles vont accueillir dans leur unité. Évidemment, c'est extrêmement difficile quand le patient n'a plus de famille. Et là, je dois dire que dans le CALI et dans la phase exploratoire, on a eu des récits d'inventivité et de créativité de la part des professionnels pour aller chercher cette histoire, par exemple chez des personnes sans domicile fixe qui ont été victimes de graves accidents, qui sont tout à fait exceptionnels. Deuxièmement, c'est le bon fonctionnement de l'unité dédiée qui dépend de l'investissement de l'encadrement. On n'insistera jamais assez là-dessus. Daniel l'avait mis en point de conclusion. Peut-être que là, on aurait dû le mettre aussi en point de conclusion. C'est l'investissement de l'encadrement, la direction de l'établissement et le chef de service qui vont donner de la valeur à cette unité dédiée. Les professionnels doivent être conscients du risque de trop interpréter ou au contraire. Ça, je ne vais pas insister là-dessus, mais le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir des réunions d'équipe et des réunions avec la famille permet de ne pas tomber dans le risque de la trop interprétation, mais et par contre permet
surtout de donner toute sa dimension humaine et son histoire à la personne. Et je répète que c'est la principale façon de prévenir la maltraitance. Certains professionnels soulignent que leur travail leur a apporté au plan personnel, éthique et de la réflexion. Tout à l'heure, quelqu'un dans la salle parlait que ce travail pouvait être un exemple par rapport à d'autres types de travail, de soins auprès de personnes vulnérables. Je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est une situation totalement paradigmatique de ce qu'il y a de plus extrême et qui nous donne énormément d'enseignements pour des tas d'autres champs, notamment de la santé. C'est pour ça d'ailleurs que cette étude a été très très bien reçue, notamment dans le cadre du polyhandicap et aussi par la Société française des aidants. Alors on en arrive d'ailleurs à la pérédance, qui constitue une aide précieuse dans le soutien des familles. Je pense que là on a beaucoup de choses à développer, y compris avec des organismes et des associations qui ont une grande expérience dans ce domaine. Du côté des professionnels, eh bien, il y a la préoccupation de l'installation et du confort. On sait bien, s'il n'y a pas de confort, il n'y a pas de communication possible. Il y a aussi la question du matériel adapté. On a eu plusieurs exemples aussi ce matin. Donc, ce qui est aussi très important au niveau des professionnels, qu'on n'a pas tellement développé finalement ce matin, sauf par une question dans la salle, il y a eu beaucoup de suggestions aussi dans le CALI. On a beaucoup parlé du CANTI, mais dans le CALI, de la question aussi d'avoir l'unité dédiée comme séjour de répit, ou alors de mixer des projets de vie avec, par exemple, des journées le week-end à la maison avec des retours dans l'unité dédiée. Enfin bref, essayer de mixer plusieurs formes de journées possibles pour la personne en état de conscience altéré et que ça aussi dynamise tout le monde, que ce soit les professionnels, les familles, et surtout pour les personnes en état de conscience altérée, ça leur donne aussi d'autres stimulations, d'autres ouvertures. Alors la question des échelles de douleur. Alors on a beaucoup parlé de la douleur, donc quand il y a de la douleur, il ne peut pas y avoir non plus de présence au monde et de communication, donc ce sont des outils absolument fondamentaux. Et au sein des unités dédiées, toutes les activités, alors surtout à base sensorielle, les sorties, tout ce qui peut favoriser l'éveil et la relation sont essentiels. À ce propos, je voudrais dire qu'on a eu aussi énormément de témoignages sur l'efficacité de la musique et la question de la musique. Je pense qu'il ne faut pas du tout négliger les résultats de cette étude aussi au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des faits cliniques qui apparaissent et qui ont une force de statistique, du fait de leur redondance, que ce soit dans le CALI ou dans le CANTI, qui font qu'il y a certainement des ouvertures totalement scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi, dans la communication émotionnelle, par exemple, la musique fonctionne particulièrement bien. Les odeurs aussi. Mais voilà, je veux dire que cette étude, elle n'est pas uniquement pour faire un état des lieux. C'est aussi des pistes cliniques, des faits cliniques qui doivent déboucher sur d'autres recherches et des recherches les plus pointues possibles au niveau neuroscientifique. Et enfin, l'aménagement et l'accessibilité sont évidemment des éléments centraux pour que cette unité soit un lieu de vie. Voilà, je vous remercie.